Pourquoi le Frexit ? Parce que l'Union européenne est une dictature libérale qui ne dit pas son nom, mais dont elle satisfait la définition. Elle concentre les 3 pouvoirs. Elle n'est pas ce qui nous a été vendu et se transforme en piège qui muselle notre mode de vie. Nous nous en apercevons parce que le contexte économique nous est défavorable et que la sensibilité française est incompatible avec une doctrine libérale absolue. Mais la France s'est engagée auprès des autres membres en signant des traités où elle s'engage à résorber ses déficits budgétaires. Or, elle n'a jamais tenu parole. En conséquence, la situation est grave. Elle est maintenant tenue de suivre les recommandations du Conseil européen pour éviter des réprimandes financières. Ceci est logique. Mais elle a, de fait, perdu sa souveraineté et doit appliquer la politique du Conseil, c'est-à-dire une politique de rigueur budgétaire et monétaire à vocation purement entrepreneuriale. Premier rappel. Pour un pays libre de battre monnaie, l'équilibre budgétaire n'est pas une panacée ni une nécessité. C'est un choix politique. La monnaie est un levier qui appartient au peuple et qui sert avant tout ses intérêts. Donc, il existe d'autres voies, mais la doctrine imposée ne se débat même plus car c'est la conséquence directe de ce qui a été signé. Deuxième rappel. Le droit international reste supérieur à l'expression directe des peuples. Les peuples doivent utiliser leur représentation nationale pour agir au niveau international. Alors, pour modifier les engagements pris vis-à-vis de l'Union européenne, même sous prétexte qu'ils sont illicites, car ils ne correspondent pas à la volonté du peuple, il faudrait, en respect du droit international, respecter les traités, ce qui signifie obtenir l'accord unanime de 26 autres pays qui, pour une bonne part d'entre eux, sont très satisfaits des accords que la France a acceptés et en vertu desquels, eux, ont fait la part nécessaire des efforts escomptés. On comprend alors que des négociations sur ce sujet ont toutes les chances de se transformer en un très très long chemin de croix, dont l'issue est forcément incertaine. Mais pendant ce temps, le plus probable est que la situation ne s'améliorera pas. Comment le pourrait-elle ? Cela signifie que pour les victimes concrètes et actuelles de cette politique, que selon toute prédiction raisonnable, objective et débarrassée de ferveur électorale, la situation empirera. Heureusement, il existe une porte de sortie ouverte et civilisée, c'est le Frexit par l'utilisation du fameux article 50. Imaginez qu'il n'en a même pas toujours été ainsi. D'abord, tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé, fait en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. C'était pas très démocratique, évidemment, mais c'était une grande garantie pour rendre les choses plus difficiles, pour nous forcer d'avancer. Les propositions des autres partis politiques candidats à l'élection présidentielle, hormis celles de Fillon et de Macron qui se satisfont de la situation, ne sont que poudre aux yeux, comme l'histoire des 35 dernières années le montre déjà. Nous voulons en faire l'Europe des travailleurs, contre l'Europe, comme on dit, l'Europe marchande, l'Europe des profits. On va quand même pas faire que l'Europe des patrons. Alors, sincèrement, vous n'êtes pas quand même un petit peu déçu par le résultat obtenu en matière d'avancée d'Europe sociale ? Je suis un peu déçu. Le traité de Maastricht est-il trop libéral ? C'est ce que pensaient certains socialistes réunis aujourd'hui à Paris et qui voulaient y inclure des clauses sociales. Le Parti socialiste va sortir de cette convention, de ce Conseil national, renforcé dans sa conviction européenne, en marquant bien sa différence par rapport à la construction européenne actuelle. On a
été trop loin dans le sens du libéralisme. Voyez-vous, toute cette affaire de construction monétaire et d'euros se faisait aujourd'hui jusqu'à maintenant de façon très libérale et uniquement sur les questions monétaires. Et Lionel Jospin avait beaucoup insisté pour qu'on s'occupe d'autre chose. Faire sa place au social dans la bataille économique que l'Europe doit conduire. En capacité de changer cette Europe-là, justement de la mettre sur de nouveaux rails. Et ceux qui trouvent aujourd'hui que cette Europe elle est trop libérale ont raison. La priorité, c'est l'Europe sociale. Qui veut dire que dans ce texte, il y a aussi des mécanismes pour continuer à réguler l'Europe et pour défendre le modèle social français. Mais ce traité-là, ce qui est neuf dans ce traité-là, pour la première fois, c'est qu'on s'écarte de ce libéralisme et que ce qu'on apporte, c'est le progrès social et la démocratie. Les Français rejettent la Constitution européenne. Oui, il faut une Europe qui combat la crise, qui retrouve le chemin du progrès social et qui prépare l'avenir. Mais il doit y avoir aussi une dimension sociale, avec une coordination des politiques sociales. Pour mener à bien cette coordination, des indicateurs vont être définis. Bref, nous voulons une autre Europe. Pourquoi 35 ans de promesses et aucun résultat? Maintenant, pourquoi ceux qui se disent prêts à sortir s'il le faut ne proposent-ils pas de le faire maintenant? Réponse: car en premier chef, ils ne souhaitent pas sortir. Difficile de croire que ces propos sont exagérés et que les gouvernements successifs ne sont pas conscients de la situation quand on lit leurs réponses aux recommandations du Conseil. Autorisation des délocalisations successives, TVA augmentée à 20%, affaiblissement des professions réglementées, pharmacie, taxi, notaire, bus, flexibilité des conditions de travail, loi El Khomri. Toutes les nouvelles lois sortent de là. Elles ne sont que la matérialisation des recommandations du Conseil européen. Notre structure politique est finalement restreinte à des tâches d'administration et de mise en œuvre subalterne des GOPÉ, les grandes orientations politiques et économiques édictées par le Conseil et validées par la Commission européenne. L'idéologie de l'Union européenne ne vaut pas que nous sombrions dans une dictature libérale quand nous avions la chance d'avoir le plus beau pays du monde. Le monde a besoin de la France pour son poids diplomatique, comme grand défenseur de la paix et des droits de l'homme. Je crois intimement que les humains du monde attendent cela. Avant l'Union européenne, qui jouait le rôle du trouble-fête dans les stratagèmes de conquête de l'impérialisme américain? Et que pensaient les hommes et les femmes de la planète de cette forte tête? Même si l'Union européenne était défendable dans les faits, elle serait encore par principe attaquable pour sa tendance raciale. Pensez-y une seconde. C'est un club de blancs qui, en fonctionnant entre eux, complique les relations des pays qui en forment les frontières. Ces pays maintenaient et développaient naturellement des relations de proximité avec des non-blancs qu'ils ont toujours côtoyés et avec lesquels ils partageaient une histoire commune. Or, ces relations sont maintenant modifiées et déterminées par les règles du club. Ainsi, par son existence, l'Union européenne promeut le choc des civilisations, car elle les force à se regrouper. Il faut se réveiller, comprendre ces mécanismes qui ont toujours été décrits au grand jour, mais dans un langage de légiste que l'on sait étrangement bien gardé de nous expliquer. Quoique ce n'est pas si étrange, car il est évident que nous aurions tout refusé. Utiliser la porte de sortie que nos partenaires ont concédée est la manière rapide, respectueuse et civilisée. Alors, enfin nous pourrions laver notre linge en famille et pourrions à nouveau choisir notre chemin par la voie de la démocratie. Jamais une offre politique n'a été aussi claire. Quand vous la considérez, vous en comprenez l'enjeu. Vous pouvez alors constater que sa capacité d'expression a été minimisée. Vous comprenez aussi pourquoi. Il n'est pas certain que l'opportunité se représente, car la dictature molle joue sa peau sur le Frexit.
elle aura tout intérêt à manœuvrer pour ne plus risquer d'être éliminée. C'est à vous de réagir, de comprendre, de vérifier ce qui vient de vous être exposé. Puis enfin, si vous adhérez à cette analyse, agir en votant pour le Frexit par la candidature de François Asselineau à l'élection présidentielle. Et si vous êtes motivé, adhérez à l'UPR, l'Union populaire républicaine. C'est un geste essentiel, car ce parti fonctionne sans emprunt bancaire et donc à 100% sur les dons de ses membres. C'est une garantie primordiale, courageuse et originale pour qu'il conserve toute sa liberté d'expression. La situation est urgente. Le monde a besoin de votre réflexion. Il en a besoin dès maintenant. Votez et militez Frexit.